On se croirait dans un film suspense, un tueur en série caché derrière ce meurtre sur les sites de l'université de Kinshasa. Les malfrats viennent d'être appréhendés par la police nationale congolaise. Les images dans ces journaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est de retour dans la capitale après sa visite officielle hier au Congo-Brazzaville. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici son arrivée dans ses condensés. Une visite officielle en pleine période de crise sanitaire mondiale, l'enjeu était donc de taille. À Brazzaville, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont passé en revue des questions communes préoccupantes. En premier lieu, les deux personnalités ont évoqué la situation humanitaire des réfugiés congolais installés dans la localité de Makoti-Mpoko, dans le département de Plateau, à la suite des troubles survenus à Yumbi. Les deux chefs d'État ont harmonisé les vues sur les conditions de leur rapatriement. Il y a évidemment une grande, je dirais, intimité entre Denis Sassou Nguesso et moi pour venir recevoir certains conseils et parler de certains problèmes à la fois de la région et même au-delà de la région. Mais il y a également les problèmes entre nos deux pays comme celui des réfugiés de Yumbi qui sont à Makoti-Mpoko. Autre question cruciale évoquée au cours de ces échanges, la gestion commune de la pandémie de la Covid-19, avec en priorité les renforcements de la solidarité des deux peuples dans la riposte. En sa qualité de président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, le président Denis Sassou Nguesso a félicité son hôte de marque pour les efforts consentis dans la gestion de la pandémie et dans sa détermination de rendre effective la zone de libre-échange continentale. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a remercié son homologue Denis Sassou Nguesso pour son implication personnelle dans les règlements du différend frontalier entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Après des fructueux échanges, le président de la République a regagné la capitale en fin d'après-midi de ce jeudi. À moins d'une semaine avant la fin de la prorogation de l'état d'urgence, le Premier ministre poursuit les réflexions sur le plan de relance des activités dans tous les pays. Françoise Bouelaboua qui nous dit qu'une rencontre a eu lieu aujourd'hui à l'immeuble du gouvernement. Prorogé pour la 6e fois par le Parlement, l'état d'urgence sanitaire cesse ses effets le 21 juillet prochain. Pour préparer la reprise, le gouvernement s'active. C'est dans ce sens que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce jeudi 16 juillet 2020 quelques membres du gouvernement et autres responsables des services concernés. Nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées. La réflexion pour les modalités qui vont accompagner la levée de toutes les interdictions et les libertés individuelles confisquées ont été lancées il y a quelques semaines par le chef du gouvernement, entouré notamment de la task force placée au niveau de la présidence de la République, du comité multisectoriel au niveau du gouvernement, sous le conseil technique de l'équipe de riposte que dirige le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Vous savez, l'état d'urgence a été décrété depuis le 24 mars dernier. Et il a été prorogé par non seulement les députés nationaux, mais aussi les sénateurs. Alors, comme nous tendons vers la fin de cet état d'urgence, nous avons examiné autour du Premier ministre comment est-ce que nous allons nous organiser pour accompagner toutes ces mesures. Bon, la décision appartient au chef de l'État. Le chef de l'État, le président de la République, c'est lui qui annoncera toutes ces mesures. Bien entendu, il y a d'autres mesures aussi qui seront édictées par le gouverneur de province.
Incroyable mais vrai, un tueur en série caché derrière ce meurtre sur les sites de l'université de Kinshasa. Les malfrats viennent d'être appréhendés par la police nationale congolaise. Images et commentaires de Yolande Voka et de Odilon Kayuma. Près de 5 mois après, les esprits sont préparés. Coupé du reste du pays, Kinshasa, la capitale, pourra à nouveau être connectée au reste de la République. Incroyable mais vrai, un tueur en série caché derrière ce meurtre sur les sites de l'université de Kinshasa. Les malfrats viennent d'être appréhendés par la police nationale congolaise. Images et commentaires de Yolande Voka et de Odilon Kayuma. Des squelettes humains enfouis sous terre, une découverte macabre que la police nationale congolaise vient d'effectuer dans les périmètres du CNPP, situé sur les hauteurs de l'université de Kinshasa. Une scène horrible et qui démontre à suffisance le degré de cruauté enregistré dans ces lieux, dont l'auteur, cet homme sans pitié, Emmanuel Kosimasabe, âgé seulement de 31 ans, enfin tombé dans le filet de la police. Je me rappelle de passage à cet endroit. Ces criminels me pourchassaient. La plupart de ces victimes, selon lui, des paisibles citoyens qui venaient fréquenter cet endroit pour des raisons de prière. Une fois n'est pas coutume, dit-on, grâce à cette femme venue au même endroit pour prier, a échappé belle aux menaces de mort proférées par ses bourreaux. Elle a fini par alerter un passant qui a maîtrisé ce bandit, ici arrêté par les hommes, en uniforme. À quand la paye des primes des risques des médecins? La question centre de la rencontre entre les vice-premiers ministres, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo avec les Toubib. Des précisions avec Cédric Kenina. Les prévisions budgétaires dans l'exécution de la loi des finances en cours et relatives aux primes des médecins sont bel et bien disponibles. Cependant, faute des listes harmonisées, la liquidation pose problème depuis le deuxième trimestre du budget 2020. Toutefois, une autre enveloppe est disponible pour la paye de ces médecins au cours de ce troisième trimestre. Assurance du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo Mambeke. Je dis aux médecins que nous avons beaucoup de respect pour eux parce qu'un médecin, ce n'est pas n'importe qui. Ils mettent longtemps à l'université plus que nous tous là. Et nous avons du respect pour eux et de la considération pour eux. Il y a l'instruction du chef de l'État. Nous ne pouvons pas transiger. Nous n'avons qu'une seule solution, l'exécution de l'instruction du chef de l'État. Et c'est ce que nous faisons. Nous respectons l'accord que nous avons signé avec les deux syndicats. Alors, le chef de l'État va insister pour qu'il y ait aussi des médecins de l'intérieur. Nous ne sommes pas un gouvernement provincial, nous sommes un gouvernement national. Donc nous tenons compte de toutes les provinces. Cette recommandation a été faite aux médecins qui établissent eux-mêmes leur propre liste et qu'on tienne compte aussi de l'ancienneté. Plus de 10 000 médecins sont concernés par ces processus et cela se fera d'une manière graduelle. Les capitales humains, emploi et développement des compétences et les points abordés au cours de l'atelier virtuel de lancement des perspectives économiques régionales 2020 en Afrique centrale. La patronne du plan, Élisée Mounembwe, a pris part à cette rencontre virtuelle. Faire face à la pandémie de la COVID-19, tel est l'objectif de l'atelier virtuel de lancement des perspectives économiques régionales 2020 en Afrique centrale. Atelier présidé par le directeur général du Bureau de l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement, BAD, Solomane Kone. Et c'est la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe Tamukumwe, qui a représenté la République démocratique du Congo à cette grande rencontre virtuelle organisée par la Banque africaine de développement.
Le renforcement de l'intégration et des compétences dans la région, ainsi que les maintien de la stabilité macroéconomique due au choc de la Covid-19, autant de sujets évoqués par le directeur général du Bureau de l'Afrique centrale d'El-Abad dans son intervention sur les questions des performances. Les capital humain, emploi et développement des compétences, autres points abordés pendant ces virtuelles conférences. La patronne du plan, Élisée Mounemboué, a saisi cette occasion pour partager brièvement l'expérience de la RDC pour faire face à la pandémie de la Covid-19. À savoir, différents ministères de la région de l'Afrique centrale ont pris part à cette plateforme virtuelle. Les membres des organisations de la société civile sont depuis ce matin en atelier pédagogique préparatoire au séminaire d'orientation budgétaire exercice 2021 pour améliorer qualitativement leur contribution dans le processus d'élaboration du budget. C'est en prévision de leur participation active au séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2021 que les membres des organisations de la société civile, à travers le réseau Gouvernance et Démocratie, sont en réunion pédagogique avec les experts de l'administration publique et l'expertise de l'Observatoire de la dépense publique. L'objectif est de faciliter une meilleure participation des organisations de la société civile au débat sur les actions et les politiques publiques ainsi que sur les différentes allocations préliminaires du gouvernement en recettes et en dépenses. Et il s'agit surtout pour la société civile de produire un document dans lequel toutes leurs vues seront harmonisées par rapport à chacun des secteurs qui intéressent la société civile dans ce budget. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur des infrastructures, le secteur de l'agriculture et deux autres. Et donc, dans ces secteurs-là, nous sommes donc en train de mettre ensemble les connaissances que nous avons sur les besoins que les citoyens expriment. Au finish, les participants vont améliorer qualitativement leur contribution dans le processus d'élaboration du budget par des recommandations pertinentes et appropriées. Le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF Profit Congo, inscrit cette activité dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route 2019-2021. Bonne nouvelle pour les voyageurs de la République démocratique du Congo. La reprise des délivrances des passeports biométriques. L'opération vient d'être lancée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Dans ces lieux d'attente du ministère des Affaires étrangères, la distanciation sociale est respectée. Il est des mises de portée sont cache-nez. Après avoir été identifiés par les services attitrés, ces requérants, habillés soit en tenue des villes, soit en tenue classique, attendent chacun son tour pour accéder à la salle des captures. Avec une trentaine de machines, la salle des captures reçoit au moins 30 personnes pour une phase de 5 minutes. Les demandeurs de passeports arrivent avec leurs formulaires qui seront ensuite enregistrés par les opérateurs des saisies. Les travails n'étant pas moindres, le nombre de personnes à recevoir ici varie de 250 à 300 par jour. En cette période de déconfinement de la commune de la Gombe, où la demande est forte, nous expliquent ces chefs de bureau. Les gens qui sont arrivés aujourd'hui, comme vous allez les constater, ce sont des gens qui se sont fait, d'abord, qui ont acheté les formulaires auprès des banques, n'est-ce pas? Bien avant la période de la Covid-19. Ils ont acheté les formulaires. Comme on avait interdit l'accès dans la commune de la Gombe, les gens étaient restés à la maison. Et quand on a réouvert la commune de la Gombe, maintenant les gens sont venus en masse pour avoir leur passeport. La prochaine étape est celle de l'impression et enfin viendra la distribution. L'impression des passeports biométriques a repris officiellement le 6 juillet dernier et selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du 2 juillet, cette opération concerne uniquement les requérants ayant été déjà capturés bien avant le 11 juin 2020. Il faut penser déjà à la relance économique. Le député national Jean-Pierre Liaou a déposé sa proposition de loi à la Chambre basse pour examen. On l'écoute. Je viens de procéder au dépôt d'une proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. Cette proposition de loi a pour objectif principal celui de permettre à notre pays de passer à une nouvelle phase.
de passer à une nouvelle étape et donc de s'occuper du deuxième front. La pandémie de la Covid-19 a ébranlé le monde entier. Elle nous a imposé une guerre à double front. Un front sanitaire et un front socio-économique. Sur le plan sanitaire, notre pays, avec courage, quoi qu'on puisse dire, tant bien que mal, a fait face à ces virus et a essayé de déployer toutes ses forces pour protéger le peuple contre ces dangers graves du virus à Covid-19. Aujourd'hui, je crois que l'heure a sonné pour que notre pays s'occupe du deuxième front, puisse entrer dans la bataille, la deuxième, pour le relèvement économique et la restructuration sociale. À la Chambre haute du Parlement, le Forum parlementaire de la SADC a mis en œuvre le projet du gouvernement du VIH et du sida, ainsi des droits sexuels. On fait le point avec Dada Chabani. Mettre en œuvre des programmes visant le développement humain et social des pays de la SADC grâce aux interventions parlementaires, c'est à cet exercice que va s'atteler le groupe de travail national composé des sénateurs et des députés nationaux, membres du Forum parlementaire de la SADC. Ce groupe va mettre en œuvre le projet de gouvernance des VIH-Sida et des droits sexuels et reproductifs pour une période de 2019-2023 avec l'appui financier de la Suède en collaboration avec les parlements nationaux de la SADC. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Nguvulu Koji, a lancé officiellement ce projet tout en spécifiant son objectif. Le Forum parlementaire s'est investi dans la mise en œuvre de programmes visant à améliorer la santé sexuelle et reproductive, l'égalité entre les sexes, le développement humain et social dans la région de la SADC grâce à des interventions parlementaires. Le mandat du Forum pour la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs et du VIH-Sida est consigné dans le plan stratégique 2019-2023 du Forum parlementaire. Il a été approuvé à la 44e Assemblée plénière du Forum parlementaire en décembre 2018 à Maputo, au Mozambique. Les préparatifs vont bon train pour la reprise prochaine des cours à travers le pays. Les élèves et corps enseignants viennent de bénéficier d'un don de 100 000 masques, dotation de la Fondation Denise Nyakero. Naïcha Kiala nous en dit plus. Vers une probable reprise des cours pour les Bleus-Blancs dans un contexte particulier, celui de la crise encore persistante du coronavirus. Pour protéger les élèves et le corps enseignant, des mesures s'imposent. Les précautions pour éviter des contaminations en masse, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi y a pensé. En collaboration avec RTL RDC, la Fondation de la Première Dame, soucieuse du bien-être des jeunes, vient de remettre un lot de 100 000 cache-nez lavables au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Comme vous savez, vous tous, l'éducation, c'est le socle, c'est la base de tout. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, j'ai pensé, comme il y a la rentrée très prochainement, à venir remettre ces dons qui vont certainement aider les enseignants et nos enfants à être protégés de ce fléau qui nous a vraiment sévi, le Covid-19. Je tiens à rappeler les gestes barrières qu'il ne faut pas oublier malgré que nous avons les masques. C'est très important d'éduquer nos enfants et leur montrer aussi les différents gestes barrières. Quand on est ensemble, que nous sommes plus fortes. Ce geste, qui est une réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État face à la crise sanitaire, est salué à sa juste valeur par le numéro 1 de l'enseignement primaire dans le pays. Un geste d'une symbolique indéniable dans l'éducation de nos enfants tient à cœur la mère de la nation que vous êtes. Point n'est besoin de rappeler votre engagement pour l'accès à l'éducation, une éducation de qualité aux milliers d'élèves que compte notre système éducatif, conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Et pour faire d'une pierre deux coups, la confection de ces cache-nez à multiples utilisations a été confiée aux structures d'encadrement des femmes veuves, personnes vivant avec handicap
Épouse et fille des militaires, ainsi que les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM, du Centre féminin Mama Mobutu et de l'Institut supérieur des techniques d'art et métiers ISETAM. Une manière pour la Fondation de contribuer à l'autonomisation des familles touchées économiquement par la crise sanitaire et à la protection des plus jeunes face aux dangers que représente la pandémie du coronavirus. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a signé un partenariat avec Airtel pour mener conjointement des actions aussi bien en cette période de pandémie que dans d'autres, reste ouverte à toute collaboration au bénéfice de la population. Vous suivrez à l'issue de cette édition une page magazine concernant cette cérémonie de remise des cache-nez. Sur ces plateaux, nous sommes avec Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. Et c'est juste pour une communication importante. Bonsoir Madame Tina. Bonsoir Madame Peggy. Le micro est à vous. Merci bien. Ordonnance numéro 20/071 du 15 juillet 2020 portant nomination à titre posthume d'un premier président de la Cour d'appel. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 82, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tels que modifiés et complétés par la loi organique numéro 15/0014 du 1er août 2015, spécialement en son article 11. Vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en ses articles 1er, 2e, alinéa 1er et 2, 17, alinéa 7 et alinéa 18, 1er et 2. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 2, considérant que, de son vivant, le magistrat Yanni Ovungu a fait preuve de disponibilité totale pour servir avec dignité et dévouement la justice partout au pays, vu le dossier personnel du concerné, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à titre posthume au grade du premier président de la Cour d'appel le magistrat Yanni Ovungu, matricule D001 458. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 15 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Colongué-Lébérante, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/012 du 15 juillet 2020 portant acceptation de la démission d'un membre du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78 et 79, vu l'ordonnance numéro 19/56 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres
des ministres délégués et des vice-ministres, spécialement en son article 1er, point 2, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 14 et 36, considérant que le membre du gouvernement concerné a déposé sa démission volontaire au gouvernement, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er, est accepté la démission de M. Célestin Tounda Kassende aux fonctions de vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 15 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguier-Lébérande, directeur de cabinet AI. Merci Madame Tina pour la lecture de ces ordonnances. Merci à vous. La tarification de l'éclairage public dont les lois là-bas, sujet autour d'une même table entre les vice-ministres des ressources hydrauliques et électricité Papi Pungou et une délégation du gouvernement provincial de la dite province. Mireille Ndeke nous en dit plus. Rentabiliser le recette dans les domaines de l'électricité, tel est l'objectif poursuivi par le gouvernement provincial du Lualaba. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungulamba, a reçu dans son cabinet une forte délégation en provenance du Lualaba dans cette optique. Il s'agit des ministres du Budget, Économie, Énergie et le Dirkaba du gouverneur de cette province. Le chef de la délégation, Trésor Chikombi, ministre du Budget, a indiqué que Lualaba doit bénéficier de taxes à percevoir sur l'éclairage public par les sociétés qui œuvrent dans ce secteur. Nous sommes venus rencontrer le vice-ministre à l'énergie pour une démarche qui nous tient à cœur et qui tient, n'est-ce pas, à la survie et au développement de notre province. Il s'agit d'une démarche pour activer la taxe sur l'éclairage public. C'est une taxe qui est tout à fait légale et qui peut être, n'est-ce pas, activée par les provinces. Mais il est question que cela soit avalisé de façon aussi technique et politique par le gouvernement central. Le vice-ministre Papi Pungulamba, quant à lui, leur a rassuré son soutien auprès du gouvernement central pour que l'option soit levée afin que ce projet soit exécuté. Signalant que ce projet vient s'ajouter parmi tant d'autres dans le cadre des activités prioritaires que le ministère des Ressources hydrauliques et électricité s'est assigné pendant ce quinquennat. Il y a plus de malaise au sein de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. La ministre de la fonction publique Yolande Ebongo vient de prendre acte de la volonté exprimée par la majorité des syndicats membres signataires de l'INAP qui viennent de placer Bienvenue Moulenda. Ça y est, c'est fait. Le gouvernement a tranché, et ce, dans le plus court délai, quelques jours après la mise en place d'un comité de crise de l'intersyndicat national, l'administration publique, où Bienvenue Moulenda a été coopté pour président du comité provisoire. Dans une correspondance, la transmission de la déclaration de l'INAP datée du 13 juillet 2020, remise en main propre avec accusé de réception, la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, a pris acte de la volonté exprimée par la majorité des leaders syndicaux, membres signataires qui viennent de placer en Bienvenue Moulenda leur confiance. Question de diriger à titre provisoire l'intersyndicat national, l'administration publique jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Ainsi donc, le bureau déchu est désormais interdit d'engager ces regroupements syndicaux. Les camarades de Fidel Kiyangi, les camarades de Paul Yapaye et consorts, tous ont été désavoués par l'ensemble des présidents et secrétaires généraux formant l'INAP, l'intersyndicat national de l'administration publique. On a retiré confiance en eux. Ils n'ont plus qualité d'engager l'INAP. Nous avons là l'acte
l'acte pris par le ministre de la fonction publique qui est notre interface. Heureusement que nous saluons la flexibilité de madame qui a accepté à ce que la formation des 60 et 54, tous les présidents des délégations syndicales participeront, qu'ils soient informés sur la gestion de la SENSAP. Toutes les questions seront posées. Rappelons-le que plusieurs griefs sont mis à charge du comité désavoué. Au ministère de Pêche et Élevage, le ministre Jonathan Bialoussouka était avec le caucus de Maïndombe pour le développement de la province. Cédric Kenina nous en parle. Je veux voir son Excellence, Monsieur le ministre de la Pêche et Élevage, à la suite d'une forme de pandémie ou de ravage de bétail dans le territoire de Bagata et qui se prolonge malheureusement vers le territoire de Diofa. Lesquels ravages fait suite à une première pandémie qui a secoué la province de Kwango et qui finalement est arrivée à Bagata. Alors nous avons échangé avec les ministres à propos de moyens de pouvoir contrer cette pandémie. Nous avons été très heureux de la manière dont il nous a expliqué le problème parce qu'en réalité ce n'est pas un problème qui lui est inconnu. Il a expliqué qu'il a connu le même problème, enfin que le même problème lui a été posé en ce qui concerne la province du Congo. Pour pallier cette situation, il propose que l'on puisse procéder à une vaccination générale dans toute la province du Grand Bandundu et pourquoi pas dans le Kasaï voisin. Nous sollicitons que le gouvernement et toutes les institutions puissent faire en sorte que ces moyens puissent être libérés à temps afin de mettre fin à cette pandémie qui frappe les vaches, qui constitue l'élevage principal ou l'économie des populations locales dans le territoire de Bagata, dans le territoire d'Idiofa. Le ministre du portefeuille donne ici les orientations à la nouvelle équipe des lignes maritimes congolaises pour la bonne marche de cette entreprise. Des représentants de l'État actionnaire au sein des lignes maritimes congolaises a instruit et exhorté la nouvelle équipe à plus d'efficacité et de rigueur dans la gestion. Le ministre Kouet a émis le vœu de voir les lignes maritimes congolaises contribuer au budget de l'État en maximisant le plus de recettes possible. Il leur a proposé un plan stratégique de gestion. Le président du conseil d'administration, Lamer Mende, a rassuré le ministre quant à la disponibilité et l'engagement de l'entreprise pour mener à bien la mission lui est confiée. Nous avons fait état au ministre de notre disponibilité à écouter, à nous inscrire dans le schéma qu'il nous a tracé, qui est celui de la rentabilisation de notre gestion, puisque une entreprise publique, ce n'est pas la fonction publique. Une entreprise publique doit générer des bénéfices pour son actionnaire dans un esprit nouveau, dans l'esprit de l'intégrité, la moralité, la dignité, à faire effectivement de cette société l'armement national. Le ministre du portefeuille Kouet va poursuivre ses différentes séances de travail avec les mandataires récemment nommés par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour donner de nouvelles directives de gestion. Un journal de Cédric Kenina. Merci à toute l'équipe. Je cite Ignace Tchibangou, Bijou Katarissi, Diane Balaka. 22h, retrouvez Oscar Mbalkaïj. On reste sur la RTNC, la télévision de votre choix. Au revoir.